Donc pour démarrer, alors justement c'est un extrait de notre ouvrage, donc c'est un schéma qui est en cours, il est toujours en work in progress. On est en train de monter un groupe LinkedIn pour continuer à avoir vos retours, parce que des grilles de soft skills, si vous regardez sur Google, vous allez en avoir, je sais pas, une bonne centaine de grilles, et à l'intérieur vous allez aussi avoir beaucoup de soft skills différentes. Donc nous, en tous les cas, ce qu'on a essayé de faire, notre matrice, c'est de reprendre les soft skills, mais dans un monde VUCA, de se dire dans ce fameux monde qui est à la fois volatile, incertain, complexe et ambigu, quelles seraient finalement les soft skills les plus importantes. Ce qu'on a placé au centre, surtout pour nous, la première, la plus importante, c'est notre capacité à apprendre de plus en plus vite, puisque aujourd'hui, les nouvelles technologies font qu'on doit toujours être dans ce sas de connaissances. Et les 4 thèmes, je ne vais pas aller dans le détail parce que sinon on va durer 2 heures sur notre schéma, mais c'est l'acceptation au risque, le fait d'être focus solution, d'avoir toujours un esprit critique, notamment avec l'IA qui est en train de percer, et puis la pensée systémique, parce que plus ça va, plus on doit résoudre des problèmes complexes. Complexe et surtout en parlant avec les autres, donc entre les silos, entre les départements. Donc effectivement, on vous renverra le schéma, on vous renverra l'adresse du groupe LinkedIn si vous voulez échanger avec nous. L'idée, c'est encore une fois, c'est pas de vous dire notre vérité, c'est d'aider tout l'écosystème à essayer de se mettre d'accord sur des nouvelles représentations et de faire avancer un petit peu la réflexion en se disant que finalement aujourd'hui, il y a 3 grandes sources de changement. On a de la donnée et on voit bien qu'on en a partout. Alors de la donnée, c'est pas forcément de l'information. Faut-il encore la capter, la traiter, la stocker et l'exploiter ou la représenter. On voit bien le déluge de nouvelles technologies qui nous entourent, qui changent notre façon de travailler, qui changent le comportement du salarié, du consommateur, du manager. Et puis on nous parle beaucoup d'intelligence artificielle, même si c'est un mot valise dans lequel en fait il y a beaucoup de sous-technologies qui sont plus ou moins matures. Mais en tout cas, la combinaison de tout ça fait qu'effectivement, oui, aujourd'hui, la façon de travailler des entreprises va changer, la façon de fonctionner et voir le métier des entreprises va changer. Donc sur le côté, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, d'intelligence émotionnelle d'un côté, le nouveau lien humain-machine. On aime bien cette citation qui nous dit en gros l'intelligence des algorithmes a beau être artificielle, elle reste paramétrée par l'homme. On peut y voir une forme d'intelligence collective. Donc demain, est-ce que la nouvelle forme d'intelligence, ce ne sera pas une intelligence homme-machine ? Voilà. Et effectivement, c'est un thème qui t'est cher, c'est... On parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais finalement l'humain dans tout ça. Exactement. Donc c'est quand même assez intéressant de se dire qu'on n'a jamais autant parlé du cerveau. Les neurosciences n'ont jamais autant fait d'avancées au moment même où l'intelligence artificielle est en train de percer. Donc là, tous les articles, tous les livres qui sortent, que ce soit Stanislas Dehaene, que ce soit Erwan Devez, tout ce qui se passe aussi au niveau du gouvernement, puisque donc il y a un des Boris Cyrulnik là qui du coup accompagne le gouvernement pour une des nouvelles façons et voir comment même dès la maternelle, on peut amener les enfants à être potentiellement plus dans l'empathie, par exemple. Donc voilà, on sent bien qu'il y a un grand mouvement qui est en train de se passer et peut-être qu'on va arriver à une définition encore plus scientifique de l'intelligence. Donc en travaillant un petit peu sur ce portrait du futur DRH ou du futur manager, parce que finalement on retrouve un petit peu les mêmes problématiques. On a essayé, on a vu énormément de nouvelles choses, de nouvelles compétences. On a essayé de les rassembler. Voilà, on va être très sympa avec les gens DRH du management en disant que ça fait best. Mais effectivement, l'idée c'est de se dire, on retrouve 4 grands angles dans ce profil qui se dessine en creux. Donc l'angle business, entrepreneur, socio-coach et techno-agile, on doit avoir normalement la matrice qui se déroule derrière. En fait, on a créé une matrice en se disant, finalement, en tant que manager ou en tant qu'RH, on a un rôle à la fois au niveau des postures et plus concrètement des modes de travail et des outils de travail. Et on a à la fois, du coup, un rôle de pilote ou plus un rôle de facilitation. Donc c'est à l'intérieur de cette matrice qu'on a essayé de construire les 4 rôles qu'on vient de voir juste avant et de reprendre finalement, c'est plus une grille de décryptage et d'essayer de rassembler un peu tous les sujets qu'on a au niveau des RH aujourd'hui, que ce soit l'organisation apprenante, que ce soit l'intelligence collective, que ce soit les postures managériales, etc. Donc on le voit juste ici, juste après, on vous l'enverra de toute façon et elle sera sur le groupe LinkedIn, mais on a vraiment essayé de reprendre, donc Business Accélérateur, comment les RH sont co-acteurs finalement aussi de tout ce qui est vision, culture, valeur, parce qu'on ne peut pas parler de rituels et de postures managériales sans s'appuyer bien évidemment sur la vision et la culture de l'entreprise, et évidemment tout un travail autour de la formation et de justement le
futur des métiers dont on va parler ce matin. Le côté entrepreneur qui se situe plus autour de tout ce qui est agilité, collaboratif. Comment je fais que dans mon organisation, elle devient par elle-même apprenante. On en rediscutera avec Virginie Verdière d'Engie d'ailleurs. Le côté socio-coach qui est justement sur ce thème d'intelligence, notamment émotionnelle, dont on parlera avec Michel aujourd'hui, et sur tout ce qui est méthode de développement, design thinking, co-développement, qui sont des méthodes qui du coup vont permettre d'augmenter la collaboration en entreprise et évidemment le techno-agile. Vive le SIRH, mais pas que. On voit bien qu'effectivement, toutes ces technologies, on peut aussi s'y approprier, que ce soit pour, on va dire, le manager, l'employé, ou soi-même dans sa fonction RH. Il y a pas mal de choses qui changent. Et c'est vrai que des outils, il y en a plein. Là, on en a mis que quelques-uns évidemment, mais on voit que voilà, il y a plein de nouvelles façons d'interagir, de collaborer, de casser ces silos, finalement, de permettre aux gens de travailler mieux et plus vite ensemble. Il y a plein de nouvelles approches aussi. En ce moment, je pense que vous faites tous beaucoup de formation ou de mise en place d'approches agiles, d'approches lean, d'utilisation du design thinking. Donc finalement, c'est repartir du problème utilisateur, consommateur, employé, remettre un peu l'utilisateur au centre, mélanger les compétences. C'est finalement, on va pas réfléchir tout seul dans son coin, mais on va prendre des designers, des développeurs, des utilisateurs, des décideurs, et essayer de travailler ensemble à trouver une solution pragmatique, on va dire. Et puis ce sujet de facilitation qui paraît pas grand-chose, mais finalement qui est très important. C'est finalement pas faire à la place des autres, mais des fois c'est aider les autres à faire, c'est enlever leurs obstacles, les aider à se mettre d'accord, les aider à travailler ensemble mieux et plus vite. Et puis ce co-développement aussi, où on passe un peu de ce côté hiérarchique, où il y avait la tête qui savait et puis les autres qui faisaient. Et finalement aujourd'hui, voilà, on va mélanger, et quel que soit le niveau, on va dire hiérarchique, faire travailler les gens ensemble pour concevoir des nouvelles stratégies ou des nouvelles choses. Les nouveaux espaces, les nouveaux rituels, les nouvelles postures, ça vous connaissez bien. Avec le côté réaménagement des espaces, évidemment, il faut bien faire attention à ce que ça soit pas juste de la fioriture et du design, puisqu'en fait, ce n'est que créer les conditions d'une meilleure collaboration, mais derrière, c'est les rituels qui seront installés et les postures managériales qui feront que ces espaces auront un vrai sens autre que l'aspect esthétique. Les nouvelles compétences, alors on aime bien la grille qui est présentée au World Economic Forum, où on voit notamment l'intelligence émotionnelle qui apparaît en position 6, l'esprit critique, et puis la résolution de problèmes de plus en plus complexes. On aime bien aussi la flexibilité cognitive. Donc ça, c'est notre souplesse du cerveau, à passer de notre esprit plus analytique à un esprit, on sort de sa zone de confort et plus créatif. C'est intéressant de voir que même Jack Ma, le président d'Alibaba, même lui qui est au top de l'IA, au top du digital, de la technologie, nous rappelle que finalement il pense que la plus jeune génération, ça sert même pas de la former à coder, mais finalement c'est plus les humanités, c'est les apprendre à travailler en collectif avec du sport, leur apprendre la créativité, l'écriture, enfin finalement toutes ces soft skills qui nous paraissaient peut-être encore, on va dire une option ou très sympathique il y a encore quelques années, et qui deviennent en fait de plus en plus vitales dans ce monde où finalement l'hard skills change tellement vite que c'est plus cette capacité à savoir ensemble, à réapprendre rapidement, et puis finalement si en plus ça peut être sympathique et agréable ou épanouissant de travailler au boulot, c'est pas plus mal. Donc du coup, le top des compétences les plus recherchées d'ici 2022, ça va aussi dans ce même tableau avec le top des compétences qui de plus en plus vont potentiellement disparaître. On vous laissera la consulter de plus près, c'est paru en 2018, parce que sinon on n'aura pas le temps d'avancer. Bon, même si tout n'est pas toujours évident, aujourd'hui je pense que si vous avez des enfants, vous serez certainement moins stressés s'ils veulent devenir boucher ou coiffeur que s'ils veulent devenir avocat ou médecin ou radiologue, puisque effectivement l'IA va pas toujours impacter les travails les plus manuels. Certains oui dans les usines, mais finalement sur d'autres, là ça risque d'être entre autres les cols blancs, et une partie des cols blancs qui risque d'être le plus remplacée par l'IA.